Allô, bon matin. Tout d'abord, merci beaucoup à Martha et à Joël d'avoir organisé ce colloque-là. C'est vraiment cool d'être là et de pouvoir jaser d'intérêts académiques et personnels qui nous tiennent en commun. Donc, ça a été vraiment enrichissant. J'ai manqué la journée d'hier, donc j'aurais aimé voir les présentations d'hier aussi. Mais merci à tout le monde. C'est vraiment le fun d'être ici. Donc, comme dans ma présentation, j'ai pas écouté ma présentation, puis je me rappelle plus ce qui a été dit, mais en gros, moi, j'ai travaillé beaucoup sur la commodification des représentations lesbiennes, bi et queer dans la télévision nord-américaine. Donc, je me suis intéressée à des séries comme Grey's Anatomy, comme Pretty Little Liars, pour critiquer, dans le fond, l'hyperféminité, la blanchité et la jeunesse de la représentation lesbienne, queer et beer. Fait que dans le fond, il faut être super sexy si on veut être représenté en tant que lesbienne. Si on est une butch qui déroge un peu au normes de genre, t'as pas ta place sur le petit écran. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un travail que j'ai fait pour un ouvrage qui va sortir en 2019, donc au collectif Québec Queer. Donc je le souligne parce que je trouve ça vraiment cool que la théorie queer commence à prendre de l'ampleur dans le milieu académique francophone. Donc ça a été un peu plus lent. Donc il va y avoir plusieurs différents chapitres sur le théâtre, sur la télévision. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais c'est super excitant. C'est vraiment excitant de voir ça tranquillement faire son petit bout de chemin. Donc, j'ai travaillé sur les représentations LGBT dans la télévision québécoise francophone. Donc, j'ai fait ma recherche en 2 temps. Donc, le premier temps, j'ai fait un historique des représentations LGBT à la télévision québécoise. Donc, je sais qu'on essaie justement de sortir de cette perspective un peu linéaire, comme Lynn Joy Rich disait à la première journée de présentation. Donc, on essaie de sortir de cette idée de la première représentation homosexuelle en telle année, le premier mariage gay en telle année. Mais bear with me, je vais quand même faire un petit historique des représentations particulièrement gays et lesbiennes. Donc, c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec les archives de Radio-Canada. Donc, ça a été assez difficile de retrouver surtout les premières représentations entre femmes, de la sexualité entre femmes, qui sont beaucoup moins discutées. Donc, on parle d'une grande invisibilité, dans le fond, de la représentation et des discussions autour des représentations lesbiennes, bi et queer et d'autres femmes qui aiment les femmes dans la culture populaire. Et dans un deuxième temps, j'ai fait une analyse des discours médiatiques qui ont entouré les représentations plus récentes. Donc, par exemple, Mémoire vive, d'autres téléséries qui ont pris de l'ampleur sur la scène la scène publique de la télévision de fiction québécoise. Donc, je me suis intéressée vraiment au discours médiatique qui entourait les représentations parce que je pense que de s'intéresser à des médias comme TV Hebdo, comme Le Devoir, comme la presse, en dit long sur la réception culturelle, le contexte social et culturel et politique dans lequel les représentations se sont développées. Donc, justement, je vais m'intéresser aussi un petit peu au discours médiatique autour de Gwendoline Vachon, puis comment c'est sorti, qu'est-ce qui a été écrit dans la presse et dans Le Devoir par rapport à la représentation de l'infirmière trans dans Unité 9. Donc, pour commencer, je vais faire un tout petit historique des représentations de l'homosexualité masculine à la télévision québécoise. Donc, le premier cas répertorié de l'homosexualité masculine, c'était en 1971, mais ça n'avait pas fait une controverse particulièrement marquée. La première grande controverse marquée, c'était en 1972 avec l'émission Le Paradis terrestre. Donc, c'était une courte scène dans un ascenseur. Il y avait 2 hommes qui se tenaient par la main. Donc, ça a duré 30 secondes. Et l'émission a été retirée des ondes une semaine après. Donc, il y a eu tellement de plaintes qui ont été déposées à Radio-Canada qu'ils ont retiré l'émission des ondes. Puis, c'était intéressant. J'aimerais ça vous entendre aussi là-dessus. C'est sûr que si on fait une lecture queer de la télévision, on peut aller chercher des narratifs homo-érotiques beaucoup plus tôt dans la télévision québécoise aussi. Donc, c'est un peu problématique de dire que c'est la première représentation de l'homosexualité. Donc, mais c'est intéressant de voir que c'est la première qui a entraîné un backlash médiatique aussi sévère. Donc, ensuite, dans les 10-20 années suivantes, donc les 2 décennies suivantes, il y a eu le développement de plusieurs personnages plus ou moins stéréotypés. Donc, par exemple, il y a eu Bernie Lacasse dans Jamais 200 toi et Christian Lalancette dans la télésérie Chez Denise. Alors, moi, personnellement, je ne les ai pas vus, mais j'ai plongé un peu dans une analyse de André Lavoie, donc une analyse qui a été faite, il a fait sa thèse de doctorat sur les représentations de l'homosexualité masculine. Et lui, il dit à propos du personnage de Christian que son accent tapette, devenu au fil des mois la véritable vedette de l'émission, fournit le motif inavoué de la fascination qu'exerce Chez Denise sur un peuple de bûcherons. Donc, il décrivait le personnage de Christian comme un personnage très stéréotypé. Donc, un coiffeur qui affiche tout le temps ses jewels, qui est dans la promiscuité. Donc, lui, il analysait ça et d'autres, à la suite, on analysait ça comme quand même des tropes assez stéréotypés
de l'homosexualité entre hommes. Et juste pour faire un autre petit landmark homonormatif, le premier mariage gay entre Alex et Denis dans la série 3 fois rien. Donc, leur couple qui, je pense, qui a été à l'écran entre 2003 et 2006. Il y avait quand même beaucoup de travaux qui avaient été faits sur l'homosexualité entre hommes, donc ça a été un peu moins difficile à retrouver. Ce qui a été plus difficile à chercher, c'était vraiment les premières représentations de l'homosexualité entre femmes. Il y avait un petit article dans le Fugue qui essayait de retracer les premières représentations, donc il n'y avait rien qui avait été fait à ce niveau-là. Donc la première que j'ai pu trouver, donc à la télévision de fiction, encore une fois, c'est celle jouée par Monique Lepage et André Cousineau, dans un épisode c'est une télésérie de 4 épisodes, Les Consolations, en 1977. Et j'ai pas fait une analyse quantitative des représentations des femmes et des hommes, mais j'ai constaté quand même qu'il y avait un énorme écart entre l'explosion de la représentation de la masculinité entre hommes et entre femmes. Donc, il y a à peu près 10 ans d'écart pour constater un nombre important de représentations. Donc, alors qu'il y a eu beaucoup de représentations d'hommes gays dans les années 80, il n'y en a eu presque aucune au niveau des femmes. Mais en 1988-1989, il y a eu Nicole Bello et Diane Trudel dans la série Dames de cœur. Donc, c'est assez intéressant de voir que l'explosion médiatique, disons, de la visibilité lesbienne ou des relations sexuelles entre femmes s'est faite de façon beaucoup plus tardive que celle entre hommes. Et comme je vous disais, j'ai fait une analyse de la réception médiatique des discours qui entouraient la représentation de l'homosexualité. Et dans la saison 2013-2014, donc hiver 2013-2014, dans la presse, il y a un chroniqueur qui a qualifié cette saison de l'hiver lesbien. Donc c'est là qu'il y a eu une explosion de lesbiennes sur la télévision québécoise. Très excitant. Donc, il y a eu Trauma, Mémoire vive, Les Jeunes loups, la série Unité 9, donc je vous parlerai un peu plus tard par la suite. Donc, Stéphanie en parlait, donc ça explore le quotidien d'un groupe de femmes dans une prison pour femmes. Puis c'est assez intéressant parce qu'il y a un range, comment tu dirais un range? Un spectre, j'aime ça. Donc, un large spectre des différentes identifications et des représentations de la sexualité entre femmes. Donc, il y en a qui explorent la sexualité lesbienne simplement par manque d'autres options, comme Michel dans le coin à droite et Shandy dans le coin extrême à gauche, donc qui sont représentés comme des personnages qui veulent simplement avoir une sexualité dans la prison, mais que s'ils étaient dans un contexte non prisonnier, pas dans la prison, ils seraient en relation avec des hommes, alors que tu as d'autres personnages qui sont identifiés plus ou moins comme lesbiennes, comme le personnage de Jeanne. Donc c'est quand même assez intéressant comme une représentation assez variée des expressions de la sexualité entre femmes. Sinon, il y a eu Victor Lessard en 2017 et Cheval Serpent en 2017, donc une première représentation d'un couple de femmes de lesbiennes âgées. Puis je pense qu'on cherchait une représentation, on m'a dit, les Jeunes loups, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas si j'ai mis les Jeunes loups, mais apparemment, c'était une personne queer, non-binaire aussi, de ce que j'ai entendu aussi, donc une représentation, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu les Jeunes loups, mais apparemment, c'est une représentation un peu moins stéréotypée de l'homosexualité entre femmes. Donc, puis il y a un autre épisode une autre série que je voulais souligner. Donc, on avait parlé de RuPaul's Drag Race dans la première journée, puis il y a eu la série CoverGirl, si certains d'entre vous se rappellent, en 2005, sur les ondes de Radio-Canada. Donc, ça suit le quotidien de 4 drag queens. Puis je trouvais que la réception médiatique autour de CoverGirl était particulièrement intéressante. Donc, ça montrait très bien le certain conformisme et la normalité qu'on s'attend des représentations de l'homosexualité. Donc, comme vous disiez dans la première présentation aussi, donc il faut se conformer à un certain idéal de normalité pour ne pas trop choquer le téléspectateur hétéronormatif. Donc, c'est important de ne pas trop déroger aux normes de genre et de sexualité. Donc, par exemple, si tu veux être une lesbienne représentée, il faut quand même que tu sois sexy puis que tu donnes quelque chose de pas trop radical à consommer pour le male gaze et le gaze en général. Donc, il y a 2 citations que je voulais lire que je trouvais intéressantes par rapport à la série CoverGirl. Donc, ça, c'est Paul Cochon, donc son article télévision CoverGirl, la nouvelle télésérie de Radio-Canada risque de provoquer dans Le Devoir en 2004. Donc, le grand public s'intéressera-t-il aux bitcheries d'un groupe de grandes folles en début de soirée le jeudi soir?
Et l'univers des drag queens est-il plus moral que celui d'Occupation Double? Donc, l'appel à la moralité. Occupation Double, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une télésérie de dating très populaire sur la scène québécoise. Donc, la question se posait hier lors du visionnement de 3 épisodes de la série CoverGirl, alors que le directeur des programmes de Radio-Canada, Mario Clément, a eu à défendre cette production. Donc, il y avait une autre citation aussi que je voulais vous lire de une chroniqueuse assez conservatrice, Louise Cousineau, donc dans le TV Hebdo, donc un quotidien. Un quotidien, c'est publié donc, de façon hebdomadaire. Ça fait, tu as tes horaires des téléséries, tu as les horaires des téléséries, puis tu as les résumés des épisodes principaux qui sont passés durant la semaine. Donc, elle a dit « Reste une catégorie d'homosexuels que j'ai du mal à accepter, les folles. Je me rappelle mon agacement devant CoverGirl avec ses travestis imbuvables, une théâtralité difficile à blairer. Mado Lamotte au cube, je ne suis pas rendue là. » Donc, c'est assez intéressant. Donc, le fait que ces figures soient présentées à des heures dites de grande écoute aussi, donc le jeudi soir, provoque une résistance particulièrement féroce parce que la plage horaire familiale doit être exempte de ce niveau de subversion qui est considéré dangereux pour un jeune auditoire. Mais donc, comme beaucoup d'entre vous l'avaient exprimé depuis le début du colloque, donc c'est important que les représentations soient quand même assez normalisées, ça quand même assez conformiste. Donc on est passé d'une certaine façon de personnages extrêmement stéréotypés à des personnages qui doivent se conformer à l'environnement hétéronormatif pour être acceptés. Donc un exemple que je trouvais très intéressant, c'était cette analyse encore de Louise Cousineau. Donc la télé vue par Madame Louise, Gay, les aimons-nous, donc en 2010. Donc c'est comme super intéressant, si vous allez lire cet article, c'est plein de belles perles. Donc là, elle parle de Bernie. Donc Bernie, je vous ai dit au début, donc c'est à la fin des années 70, début des années 80, donc un des premiers personnages homosexuels récurrents sur la scène de fiction québécoise. Donc ça a été Bernie, l'homme de ménage de Francine et Rémi Duval, dans Jamais 200 toits, qui a fait faire un pas de géant aux homosexuels dans la conscience québécoise. Donc, tellement intéressant cet appel à la moralité, à la conscience. Donc, un vrai bon gars, scientifique, agaçant, qui non seulement était un nettoyeur impeccable, mais aussi un être humain de qualité qu'on aurait tous voulu avoir dans notre maison. Donc, assez représentatif. Puis un autre exemple, j'ai plusieurs exemples, mais je ne vais pas passer sur tout. C'est le personnage de Flavie dans Mémoire vive. Donc, c'est une des représentations lesbiennes qui a été le plus accueillie dans la communauté lesbienne queer-bi comme étant une représentation positive d'un modèle de femme lesbienne qui était pas trop, qui s'intégrait bien à l'environnement hétéronormatif, donc qui n'était pas à la recherche d'espaces de socialisation queer, donc qui s'intégrait tout à fait bien, qui était une personne assez relativement normale. Donc, le personnage de Flavie dans la série Mémoire vive, donc il y a eu ici une entrevue avec sa styliste, et on demande « Son style reflète-t-il son homosexualité? » Pas du tout. Je ne voulais pas aller vers les stéréotypes. Je me méfie des clichés et j'essaie de ne pas masculiniser Flavie. Donc, non, ce serait tellement terrible. Ces représentations accessibles et non menaçantes pour un auditoire général se veulent rassurantes par leur normalité qui conforme le système hétéronormatif. Puis, j'ai dit que je donnais un dernier exemple, mais j'en donne un dernier. Donc, c'est assez intéressant. Donc, le Conseil LGBT du Québec donne des prix à chaque année donc pour des représentations qui ont été particulièrement progressistes ou positives. Donc, on essaie de ne pas tomber dans cette lecture de bonnes et mauvaises représentations, mais on félicite des représentations qui ont eu un impact particulièrement important, disons, pour la représentation de la communauté. Puis c'était assez intéressant parce qu'il y a un personnage qui a été récompensé. Donc, la représentation du personnage de Jacques dans un propriétaire de bar dans la série La vie. Donc, le prix Iris Media a été décerné à Stéphane Bourguignon. Donc, je ne sais pas s'il est producteur ou scénariste. C'est le scénariste. Hein? Puis c'est ça. Puis c'était assez intéressant parce que dans les notes où on souligne pourquoi est-ce qu'il a gagné le prix, on récompense la douce normalité des personnages LGBT décrits par Stéphane Bourguignon. Donc, encore une fois, un appel à la normalité. Donc, on réussit à avoir un personnage qui ne choque pas trop, qui s'intègre bien dans l'environnement hétéronormatif. Donc, voilà, j'ai fait plusieurs autres exemples, mais je ne sais pas, il me reste combien de temps? 5. Que c'est bon, ça.
C'est ça. Donc, ici, il y a une citation de Nadeau, en 87, que je trouvais qui était très représentative de l'ensemble de cette critique du conformisme et de la normalisation des représentations LGBT. Donc, les gays et les lesbiennes qui sont visibles célèbrent plus souvent qu'autrement une conception individualisante de l'identité sexuelle ou l'adhésion aux valeurs traditionnelles de la famille, du couple, de l'individu social responsable domine. La préséance de l'individuel sur le collectif, ça c'est assez intéressant. Donc, j'avais beaucoup travaillé aussi sur l'absence des espaces de socialisation queer et lesbien. Donc, par exemple, dans la télésérie Mémoire vive, aussi, à un moment donné, elle va dans un bar gay pendant littéralement 2 minutes pour cruiser. Puis après, elle sort de là, puis c'est la seule scène où elle essaie de socialiser avec d'autres personnes queer, d'autres personnes d'une communauté LGBTQ at large. Donc, la préséance de l'individuel sur le collectif contribue à renforcer une représentation de gays et lesbiennes non comme une communauté culturelle diversifiée, aux agendas politiques pluralistes et souvent conflictuels, mais comme une force politique homogène dont le pouvoir économique croissant constitue une valeur des plus attrayantes pour les agents politiques et économiques qui y voient une expansion légitime du marché familial et d'une tradition culturelle hétérosexuelle. Et donc, pour revenir au case study, donc c'est super intéressant que tu parlais de Gwendoline Vachon, ça fait comme un peu la suite de ça. Donc, pas besoin de l'introduire davantage, comme Stéphanie en a un peu parlé. Donc, elle est présente dans une saison et demie de la télésérie Unité 9. Puis, c'est assez intéressant. Donc, toute cette scène, tu as montré les images, justement, donc, on met en scène le dilatateur, mais on ne dit pas que c'est un dilatateur. On ne l'explique pas. Et après ces scènes, donc, il y a eu une réception médiatique particulièrement intéressante, même sur la page Facebook de Unité 9. Donc, on voit que les producteurs ont joué justement avec cette scène pour stimuler une logique de catch the queer, donc a logic of detection and discovery, in which hints of sexuality and or gender are offered as clues to be traced. Donc, on a disséminé différents indices à travers la saison pour que les gens essayent de trouver le grand secret de Gwendoline. Puis donc, sur la page Facebook, la productrice ou la réalisatrice a écrit « Quelle impression vous laisse Gwendoline, la nouvelle infirmière? » Fait que là, tout le monde discutait. Donc, elle arrivait là avec son décolleté plongeant, elle avait des gros talons. Donc, il y avait toute une aura de mystère qui entourait ce nouveau personnage. Et là, dans la presse, il y a aussi 2 autres extraits du Journal de Montréal et du Devoir. Donc, comme tous les autres personnages d'Unité 9, dont le psy, le directeur dépeint et la chef de la sécurité, Gwendoline cache un secret, un très gros. Au fil des semaines, l'auteur Daniel Trottier distillera des indices vous permettant d'éclaircir son mystère. Vous risquez de tomber en bas de votre sofa en découvrant le punch. Donc, vraiment, la transidentité comme littéralement comme un indice, un mystère à découvrir. Donc, c'est aux téléspectateurs d'aller découvrir le mystère qui est caché dans l'émission. Donc, c'est assez intéressant parce qu'à la fin, je vais vous montrer la courte scène de 2 minutes où est-ce qu'elle se fait expulser. Donc, comme Stéphanie disait, c'est vraiment un rapport de force violente qui fait en sorte qu'elle est expulsée de la prison. Puis donc, ça rappelle vraiment les necessary coming out codes of public disclosure to integrate a heteronormative environment. Donc, c'est parce qu'elle n'a pas révélé son statut de transidentité, elle n'a pas dit qu'elle était une femme trans, donc elle n'a pas répondu aux codes de public disclosure, elle n'a pas révélé qu'elle était un individu potentiellement bizarre, potentiellement dangereux, et elle est exclue, de la prison. Donc, sa sortie est marquée par un violent rapport de force qui la signale en tant qu'intrus dangereuse. Le personnage trans, tel un prédateur sexuel infiltré dans le système, sans avoir informé les autres de sa condition, est éclipsé de la série. Donc, je vais vous montrer l'extrait, puis après, j'ai juste la conclusion, puis c'est tout. Fait que, je sais qu'il me reste sûrement genre 10 secondes et demie. Il reste 2 minutes, c'est correct. Ah, yes! Yeah! Oups. Ah oui, puis ça, c'est la nouvelle... Je sais pas si vous avez parlé de ça. Trans, c'est une nouvelle web-série qui va sortir donc, par une réalisatrice trans, Alice Bédard. Donc, voici la petite scène de 2 minutes où est-ce que, dans le fond, eux, ils viennent la chercher. C'est toi! J'ai écrit sur ta page hier, c'est Giacomo qui m'a répondu puis qui a dit que, dans le fond, que vous n'aviez pas encore de date de sortie. J'ai vraiment... J'ai hâte. Tout va t'expliquer. Ouais, OK. Oui. En tout cas, je suis excitée! Yeah! C'est bien cool. OK. Donc, ça, c'est la petite scène de 2 minutes.
va vous demander de prendre vos effets personnels et de quitter l'établissement. Pourquoi? Vous êtes démise de vos fonctions. Vous prenez vos effets personnels et vous sortez. Je veux savoir pourquoi j'ai rien fait de mal. Suivez-moi, s'il vous plaît, sinon on va devoir utiliser la force. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous jure, j'ai rien fait. Monsieur Choquette, dites-moi au moins si je vais être informé des raisons de mon congédiement. Ça en reste trop peu, là. Évitez de faire des menaces, Madame Bacham. Ça aidera pas votre dossier. Je vais vous accompagner à votre voiture. Je vais seul. Vous allez vous mettre au courant pour votre changement de sexe. C'est parce qu'il a été convenu à mon embauche. Je fais confiance à monsieur Dupin. Dans ce cas-là, il fallait mieux que je lui en parler avant de faire quoi que ce soit. Où est-ce que je peux le joindre? Je vois ce que je peux faire. N'ayez pas de geste amical envers moi. C'est hallucinant parce qu'à la fin, on remarque aussi quand lui il dit « N'ayez pas de geste amical envers moi ». Oups. Donc, on la marque encore plus comme une potentielle prédatrice sexuelle. Donc, Gwendoline est en fin de compte punie pour n'avoir pas répondu au code habituel du Public Disclosure, un lieu commun de la temporalité répétitive et épuisante du processus de coming out. Donc, le traitement du personnage de Gwendoline Bachand s'inscrit au sein des binarismes qui régissent le traitement des déviances de sexualité et de genre, soit la relation public-privé, secret, révélation, intérieur-extérieur. Donc, je vais juste passer à ma conclusion. Oh non, slideshow. Donc, conclusion, donc, je me suis posé beaucoup la question sur c'est quoi qu'on entendrait par queerer la télévision québécoise? Ce serait quoi une télévision queer versus une télévision plus conformiste et normalisante du genre de la sexualité? Donc, entre autres, donc d'intégrer l'environnement hétéronormatif sans trop de questionnement, donc sans essayer de revendiquer trop de la subversivité, sans revendiquer une déviance du genre et de la sexualité qui est trop extrême, donc par exemple comme dans le cas de CoverGirl. Donc, de prouver que les personnages sont comme les autres, donc de minimiser la différence. Donc, on passe de... c'est assez intéressant, donc le cas de Flavie aussi, donc de la styliste qui essayait de ne pas masculiniser le personnage lesbien dans Mémoire vive. Donc, il y a vraiment cette peur d'essayer justement de s'éloigner des stéréotypes. Donc, on voit ça comme quelque chose de positif, on voit ça comme quelque chose qui est absolument important à faire. Et là, on tombe dans une logique de conformisme et de normalisation qui n'est pas moins agressive, donc qui ne contribue pas moins à une renormalisation du genre et de la sexualité très problématique. Et on peut voir avec le cas de Gwendoline Bachand aussi, donc, que c'est important d'être explicite avec son genre et sa sexualité, donc pour pouvoir être accepté. Donc, si on réussit à faire un coming out officiel et très marqué de notre différence sexuelle et de genre, là, on peut potentiellement être accepté. Donc, on est un intrus qui a été bien identifié et donc on peut résorber la différence de façon non problématique. Et voici quelques références et c'est ça. Et j'aimerais beaucoup vous entendre sur la scène de Gwendoline. Donc, moi, j'ai trouvé ça absolument hallucinant. Donc, je serais curieuse de vous entendre plus là-dessus aussi. Merci. Alors, on a 6 minutes pour les questions. J'aime ton... 6. Ben là, profitez-en, on a 6 minutes.
Je vais poser la première question à ce moment-là, puis je pense que ça rejoint, c'est un questionnement que j'avais avec toutes les autres présentations. Je comprends très bien les arguments et les lacunes mises de l'avant, comme quoi ces séries-là ne permettent pas d'exprimer l'esprit queer, la subversion des normes, etc. En même temps, plus je vieillis dans ce milieu-là, plus je me rends compte que les gens hétérosexuels, cisgenres, c'est des petites créatures fragiles. La fragilité est quelque chose de très présente, souvent quand ils sont confrontés à des comportements non normatifs de leur point de vue. Je pense que mon expression favorite des dernières années, c'est broflake. Ils sont souvent aussi très émotifs par rapport à ça. Right? Et donc, ma question, c'est est-ce que c'est possible que toutes ces séries-là, en adoptant ce point de vue cisgenre, hétéronormatif, en voulant pacifier, en voulant montrer que c'est du monde comme tout le monde, finalement, qu'il n'y a pas de différence, en voulant minimiser la différence, est-ce qu'ils ne sont pas en train de vouloir pacifier des gens qui potentiellement recourent à la violence symbolique et éventuellement physique un peu trop rapidement? Ouais, c'est une question que je me pose beaucoup en enseignant aussi dans les cours de médias sexe et genre. Je me dis à quel point il faut prendre ça de façon moins agressive. Des fois, j'ai envie d'arriver puis d'être agressivement queer, mais que dans le fond, il y a quand même un... Puis là, je pense que c'est là qu'on essaie de ne pas tomber dans une lecture des bonnes et des mauvaises représentations. Donc, ça fait quand même un travail de déstigmatisation important. Puis je pense que c'est important de travailler à plusieurs niveaux. Puis j'ai l'impression peut-être que dans les études queer, quand on travaille entre nous, des fois, on s'enferme un peu dans cette bulle, puis on n'essaye pas de regarder ce qui est important à faire sur d'autres niveaux sociétals. Donc, je pense que ça fait quand même un travail important. Puis peut-être que nous, on met beaucoup l'accent sur l'aspect critique, sans mettre l'accent sur ce qui est... Non, mais c'est votre travail. Puis, en fait, s'il y avait des représentations du queer qui sont un peu plus... extravagantes en parallèle de ces visées éducatives que les Italiens ont mis de l'avant, peut-être que là, il y aurait moins de raisons de critiquer. Moi, je ne suis pas du tout en train de remettre en question la critique. Une plus grande diversité. Moi, je prends en grippe Fabienne Larouche. Non, sérieux. Genre, parce que, OK, oui, je l'ai réalisé, mais c'est elle qui est derrière quand même. Mais ça, c'est fou, hein? Puis elle est derrière tout. Je veux dire, derrière toutes les productions dans lesquelles il y a comme un apport de diversité. Puis le problème, puis encore, je m'inscris dans mon travail que j'ai fait pour ma thèse. Puis ça n'a pas rapport avec la télé, mais j'ai rencontré énormément de réalisateurs, producteurs. Et ces gens sont convaincus de leur posture. Ils ne font pas la recherche. Ils ne s'intéressent pas à s'éduquer par rapport aux enjeux. Donc, ils ont une construction, ils ont une vision très... Ben là, je généralise avec grand plaisir. Ils ont une vision arrêtée de ce que c'est qu'être de la transdensité, par exemple. Sans aller s'intéresser. Puis ils vont la mettre en scène. Puis Fabienne Larouche est très verbale là-dessus. Quand elle parle, quand elle fait des entrevues, quand elle discute de la représentation, et là, je ne parle pas juste des personnes trans, mais la représentation de la diversité at large, que Fabienne Larouche met en scène dans 30 vies, dans Villeneuve, dans whatever, dans Helios Productions, elle est comme... Moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est le même que les Québécois le voient. Donc, elle n'est pas dans l'éducation. On n'est pas dans l'éducation, on est dans l'idéologie. On est dans une idéologie où est-ce qu'on se donne, où on se prétend une certaine ouverture. En tout cas, moi, je la prends en grippe. Là. Et elle s'accapare une autorité se faisant sans même s'en rendre compte. Moi, je pense comme ça, donc on le met à l'écart. Là, c'est ma vision d'artiste. J'ai le droit de... C'est vraiment ça. Ça, c'est quelque chose qui est sorti dans mon film. Puis je trouve ça intéressant. Moi, je suis d'accord que c'est ta vision, en fait. Mais dis-le. Inscris-le dans ton projet, inscris-le dans ta création, au lieu de dire c'est comme ça, la majorité silencieuse, tout le monde, le sophisme de tout le monde pense que c'est pas une stratégie, au contraire. Je pense que c'est naïf en tout cas. Moi, je suis plus cynique, j'avoue, mais je pense que, comme vous disiez, je pense que les gens de la majorité sont fragiles, vulnérables. Il faut les dociliser, il faut les pacifier, les rassurer avec un certain type de représentation et faire croire aux gens, on va inclure des gens de minorité. Oh, vous êtes tellement libéraux. Vous êtes tellement tolérants. C'est bien. Et moi, je suis très cynique par rapport, ça fait 15 ans, maintenant presque 20 ans que je travaille sur les représentations des minorités. Je suis, moi, au contraire, convaincu qu'un grand nombre de producteurs, des gens qui sont derrière la scène, pas tout le monde, mais j'adore généraliser là-dessus, moi aussi. Je suis convaincu qu'un certain nombre de personnes ont un plan idéologique, entre guillemets, qui est là pour représenter la minorité, mais pour... dans l'optique de conforter la majorité. Oui, je pense. On va maintenant aussi nuancer selon le type de production
construction. Hein. Mais on n'est pas comme dans la discussion qu'il y avait avec Jacob Bristan, avec Jacob Bristan sur la transidentité, ou justement dans Transparence qu'on aime. Hein, que j'aime. Moi aussi, j'aime ça! On arrive à sortir d'un discours où, parce que justement, Moira passe pas. On est dans cette dialectique où on n'intègre pas seulement la réussite et donc l'effacement de la transidentité, ou en fait le freak que pourrait représenter une personne trans qui ne passe pas. On n'est pas là-dedans, on est dans quelque chose de flexible, de plus mouvant. On n'est pas là. Puis en fait, la grande différence peut-être avec ce simple exemple-là, c'est la posture du showrun, qui est une personne non-binaire, qui est une personne queer. Mais c'est aussi une question de forme et d'institution. Oui, il y a plein de choses qui s'inscrivent. Le problème entre les États-Unis et le Québec, on ne peut pas comparer parce que le Québec a une posture très franche dans la télévision publique, comme vous l'avez mentionné toutes les deux dans les présentations, ce qu'il n'y a pas aux États-Unis, on n'est pas dans une télé publique. En tout cas, c'est dur de ne pas lire l'idéologie. Par rapport à Gwendoline, puisque tu voulais parler très directement de cette scène-là, moi je regarde ça puis j'ai de l'empathie très facilement dans la vie et particulièrement pour ce type de personnage-là. Est-ce qu'il est possible de donner le bénéfice du doute aux auteurs et de dire qu'ils voulaient susciter très fortement l'empathie des gens? Je pense pas qu'il y avait de mauvaises intentions si on veut aller dans une lecture d'intention. Je pense pas que c'est par mauvaise intention. Mais c'est une répétition de codes sans se remettre en question ces codes, comme on dit beaucoup, les codes de public disclosure, de répétition de cette logique de révélation, puis de secret, puis de ne pas revenir sur le traitement de ce personnage-là par la suite. Est-ce qu'il y a ça mériterait une étude de la réception, mais est-ce qu'il y a des traces de gens qui sont comme « Ouais, ça t'apprendra à mentir là-dessus », puis d'autres disent « Hey, c'est terrible ce qu'on a fait à cette personne-là ». Mais c'est fou, j'ai cherché, puis il n'y avait rien d'autre, puis il y avait les trois articles du Devoir, il y avait 2 articles, Devoir, Journal de Montréal, la presse, c'était la même chose aussi, c'était le secret, c'était le punch, il n'y avait rien, elle a disparu, c'est tout. J'ai vraiment fait une recherche médiatique, mais j'ai pas trouvé, j'ai été très surprise. J'aurais cru qu'une scène comme ça aurait attiré beaucoup de réactions. Oui, un backlash surtout dans le cadre parce que c'est une des seules représentations trans sur la télévision, à la télévision de fiction québécoise. Il va falloir s'arrêter, malheureusement. Julie, on a un Skype à faire. On a un Skype à faire. Merci beaucoup. Merci.